Nous sommes en 710 après Jésus-Christ. L'islam est installé au Maghreb. Moussa ben Nusayr a conquis les derniers bastions byzantins et a calmé les dernières poches de résistance berbère. L'Afrique romaine est morte. Désormais, la région appartient à un nouvel empire, l'empire omeyyade. Cet empire est impressionnant, il va des rives de l'Atlantique aux plaines d'Asie centrale. L'islam est né dans le désert, mais sa capitale est une ancienne ville de l'empire byzantin. Damas va produire une culture qui est un savant mélange de rigorisme arabe et de raffinement byzantin. Le califat est la seule autorité religieuse et politique de l'islam. Mais il existe de nombreux contestataires. Il existe différents courants politico-religieux qui s'opposent au pouvoir du calife. Ces deux courants contestataires sont les chiites et les kharijites, ou comme on dit en arabe, Shia et al-Khawarij. Les chiites étaient partisans de Ali ibn Abi Talib et ils se sont opposés à Muawiyah. Les kharijites, quant à eux, se sont opposés à la fois à Muawiyah et à Ali. L'Afrique va bientôt être sensible à ces courants contestataires. Pour l'instant, elle se remet doucement de la conquête musulmane. La conquête a été un véritable bouleversement pour la société africaine, et tout a changé depuis l'arrivée des Arabes. La société romano-africaine est en train de devenir le Maghreb islamique. Le califat a remplacé l'Empire romain, les Arabes ont remplacé les Byzantins, et l'islam a remplacé le christianisme. Au niveau de la langue arabe a remplacé le latin comme langue administrative, et la langue populaire des villes romaines, qui était elle-même un mélange de latin et de punique, disparaît et se fond dans un nouveau langage, l'arabe dialectal maghrébin, qui est en train de se former dans les villes. Les Arabes ont repris toutes les institutions de l'Afrique romaine. À part la ville de Kairouan, qu'ils ont fondée eux-mêmes, ils se sont installés dans les anciennes villes romaines. L'Afrique romaine était divisée en plusieurs provinces, qui n'étaient pas toutes romanisées de la même manière. À l'est, il y avait des provinces très romanisées, la province de Carthage, la Byzacène, la Tripolitaine et la Numidie. Ces provinces vont devenir ce que les Arabes appellent Ifriqiya. D'ailleurs, les noms de Numidie et de Byzacène vont disparaître, et tout va être fondu dans le concept d'Ifriqiya. À l'ouest, il y avait des provinces romaines de Maurétanie qui étaient peu romanisées, et des royaumes berbères indépendants. Les Arabes appelleront tout ça El-Maghreb, le Maghreb. Plus tard, on parlera de Maghreb al-Aqsa, le Maghreb extrême, pour l'ouest du Maghreb, et Maghreb al-Awsat, le Maghreb central, pour le centre, et même parfois de Maghreb al-Edna, ou Maghreb proche, pour l'Ifriqiya. Les anciennes provinces très romanisées de l'est du Maghreb ont été les plus difficiles à conquérir. Mais au final, ce sont les zones où les Arabes se sont implantés le plus solidement. Les régions de l'ouest, qui n'étaient pas très romanisées, resteront assez peu arabisées. Les Arabes s'implanteront dans quelques grandes villes et enverront des missionnaires parmi les communautés berbères. Et l'islam va se diffuser petit à petit chez les berbères du centre et de l'ouest du Maghreb. Avant l'arrivée de l'islam, le monde romano-africain était en plein déclin, mais le monde berbère était en pleine effervescence. L'arrivée des musulmans va achever le monde romain et libérer toute l'énergie du monde berbère. Les berbères vont s'implanter partout dans le Maghreb et diffuser leur culture, c'est-à-dire leur langue, leurs mœurs, mais aussi et surtout leurs rapports sociaux. La société berbère reposait sur les rapports entre tribus, c'est-à-dire exactement les mêmes mécanismes que les sociétés arabes. Pour cette raison, le monde berbère va apparaître beaucoup plus familier aux chroniqueurs arabes qu'il ne l'était aux chroniqueurs grecs et latins. Et le détail des confédérations va nous être beaucoup mieux connu. Les berbères étaient divisés en plusieurs grandes tribus, elles-mêmes divisées en plusieurs branches. Et les tribus se donnaient des ancêtres mythiques en commun. Mais en réalité, les groupes étaient mouvants, car les tribus se déformaient et se reformaient avec le temps. À chaque fois qu'une tribu se forme, les membres considèrent toujours qu'il y a un ancêtre en commun, et qu'ils descendent tous de cet ancêtre. Et ces ancêtres étaient souvent réinventés, pour donner un sens familial à la tribu. On voit fleurir des noms comme Mazir, l'ancêtre des Amazir, Bur, l'ancêtre des Berbères, ou encore Ifriqos, l'ancêtre des Africains. Ces noms peuvent paraître ridicules à nos oreilles, mais c'est important de les connaître, car ils donnent une indication sur la composition des tribus, et sur la manière dont elles se considéraient elles-mêmes. Si on parle de Mazir, l'ancêtre des Amazir, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y avait un grand groupe qui se considérait comme Amazir, et que ce grand groupe en question se subdivisait lui-même en deux sous-groupes. Les tribus dont on parle ne sont figées ni dans le temps ni dans l'espace. Les mouvements de population étaient très difficiles à suivre, à tel point que des branches d'une même tribu pouvaient se retrouver au même moment à des endroits très différents, et qu'un même endroit pouvait abriter des tribus différentes. À la période où on parle, le sentiment d'appartenance n'est pas national ou géographique, mais il est tribal. Les gens se fichent de savoir à quelle province ils appartiennent ou dans quelle région ils vivent. Leur marqueur identitaire, c'est leur tribu d'appartenance. Une tribu peut très bien être en conflit avec une tribu voisine, et s'allier avec une tribu cousine qui se trouve à des milliers de kilomètres. Et l'histoire du Maghreb, c'est ça. Politiquement, les États existent depuis l'Antiquité, et les frontières actuelles correspondent à peu près aux anciens royaumes de l'Antiquité. Mais anthropologiquement, les tribus n'ont jamais cessé de se déplacer de part et d'autre de ces frontières. Les tribus se sont tellement déplacées et les gens se sont tellement mélangés qu'aujourd'hui tout le monde au Maghreb a des ancêtres de partout. Et le Maghreb c'est ça, 100 millions de cousins.
Il serait presque impossible de dresser une liste de toutes les tribus tellement elles sont nombreuses, mais on peut en présenter quelques-unes. Parmi les grandes tribus, il y en a une que vous connaissez déjà, les Louata, les berbères du désert libyen qui s'étaient rebellés contre les Byzantins, et qui se sont convertis à l'islam dès la première campagne de Amr ibn al-As. Dans le nord de l'actuelle Algérie, il existe une grande tribu qu'on appelle les Kutama. Les Kutama sont à la base originaires de la région entre Sétif et Gigel, mais avec le temps ils ont fini par s'étendre sur tout le nord-est algérien et même dans le nord tunisien. Les Kutama sont en bonne entente avec ce qu'on appelle les Zouawa, qui sont les habitants de l'actuelle Grande Kabylie. Et une tribu fera le lien entre les Kutama et les Zouawa. C'est la tribu des Sanhaja. Les Sanhaja sont à la base des berbères du Grand Désert, mais à un moment donné, certains d'entre eux sont montés tout au nord et ont commencé à vivre dans les montagnes. La cohabitation avec les Zouawa et les Kutama s'est bien passée et ces trois tribus se sont considérées comme alliées. La tribu des Sanhaja sera en rivalité avec une autre grande tribu, les Zénètes. Les Zénètes sont des berbères semi-nomades de l'Atlas saharien. Ce qu'on pense savoir sur eux, c'est qu'à l'origine ils viennent de Libye, puis qu'ils se sont déplacés vers les Aurès, et que de là-bas ils se sont dispersés partout dans le Maghreb. Ils ont eu des branches dans l'ouest algérien, autour de Tlemcen et dans l'Ouarzenis, mais ils étaient aussi présents dans le Moyen Atlas au Maroc et dans le Rif, et même en Tunisie. À travers l'histoire, les Zénètes et les Sanhaja vont entretenir une grande rivalité, et cette rivalité sera même exportée en Andalousie. Durant tout le Moyen-Âge, l'Andalousie sera une sorte d'extension du Maghreb. La conquête de l'Andalousie se fera avec des troupes venues du Maghreb. Les gens qui peuplent l'Andalousie sont un mélange d'Arabes, de Berbères et d'Européens locaux. Et après la reconquête chrétienne, la plupart des musulmans andalous iront peupler les grandes villes du Maghreb. Les événements de l'Andalousie auront des grandes conséquences sur le destin du Maghreb, et même de l'Algérie en particulier. Mais on aura l'occasion d'y revenir. À l'époque où on parle, l'Andalousie est en train d'être conquise. Tariq Ben Ziyad traverse le détroit de Gibraltar en 711, et 5 ans suffiront à conquérir toute la péninsule, jusqu'aux Pyrénées. De nombreuses tribus du Maghreb ont été amenées au nord de l'actuel Maroc pour fournir des soldats pour la conquête de l'Andalousie. Le problème est que cette conquête s'est avérée plus chère que prévu. Elle coûte cher en argent, en temps, en énergie et en vie humaine. Et c'était les Berbères qui supportaient ce coût. L'administration omeyyade faisait payer aux Berbères des impôts de plus en plus hauts, elle prenait de plus en plus de soldats, et elle les mettait même en première ligne lors des batailles. Et ce système n'était pas limité à l'Afrique. En fait, c'est comme ça que fonctionnait tout le califat omeyyade. Il faut savoir que l'empire omeyyade de l'époque est impressionnant. Il est étalé sur 3 continents et il abrite quelque chose comme 60 millions de personnes, c'est-à-dire 29% de la population mondiale. C'est énorme. Et comme pour tous les empires de ce calibre, il faut pouvoir gérer des populations avec des ethnies différentes, des identités différentes et des sociétés différentes. Généralement, les empires ont le choix entre 2 modèles quand il s'agit de gérer plusieurs ethnies. Soit ils ont un système hiérarchique dans lequel une ethnie domine les autres, soit ils ont un système universel dans lequel tout le monde est considéré égal à partir du moment où il adopte certains critères culturels. L'Empire romain, par exemple, était passé petit à petit du modèle hiérarchique au modèle universel. Et l'Empire omeyyade va plutôt faire le chemin inverse. À la base, l'islam est une idéologie universelle et n'importe qui fait partie de la Oumma tant qu'il adhère à l'islam. Mais en même temps, les Omeyyades ont repris leurs vieux réflexes tribaux, et ils ont vite favorisé les Arabes par rapport aux non-Arabes. Dans la loi islamique, il existe 2 statuts, les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans en terre d'islam ont le statut de dhimmi, c'est-à-dire ceux qui ont signé un pacte. Ils sont exemptés de l'armée, mais ils doivent payer des impôts supplémentaires. Ils doivent payer un impôt pour la protection, qui s'appelle la jizya, et un impôt foncier, qu'on appelle le kharaj. Les Omeyyades vont créer une nouvelle catégorie pour les musulmans non-arabes nouvellement convertis. Ça sera les mawalis, c'est-à-dire les dépendants. Les mawalis sont des musulmans, donc ils doivent fournir des troupes à l'armée. Mais en même temps, ils doivent quand même payer le kharaj. Et pour couronner le tout, les Omeyyades vont aussi limiter le nombre de conversions pour continuer à prélever la jizya. Cette politique discriminatoire pouvait tenir lorsque les Arabes étaient majoritaires dans l'Empire et que les non-Arabes étaient qu'une minorité. Mais dès lors que l'Empire s'est agrandi et que des populations non-arabes l'ont rejoint, les mécontentements ont commencé à réellement menacer le califat. Et ça donnera de la voix au mouvement contestataire, au mouvement khawarij et chiite. En 717, un calife qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz va avoir le pouvoir. Ce calife va tenter de réformer la politique omeyyade. Il va arrêter petit à petit les différences entre arabes et non-arabes. Il va libérer de nombreux esclaves et les renvoyer chez eux. Il va abroger les impôts et faciliter les conversions. Et il va même entamer des discussions avec les chiites et les khawarij. Ce calife va être très populaire partout dans l'empire. Mais il va gêner la noblesse omeyyade. Et il va se faire assassiner 3 ans après le début de son mandat. À sa mort, les chiites et les kharijites comprennent qu'il n'y a plus de solution à attendre. Et la contestation va alors prendre toute son ampleur. Les Khawarij avaient fait parler d'eux lors de la première fitna, lorsque Ali ibn Abi Talib et Muawiyah s'étaient disputés le pouvoir. Les Khawarij s'étaient opposés aux deux,
Ils ont voulu tuer les deux et mettre au pouvoir quelqu'un qui ne serait pas intéressé par le pouvoir, mais finalement ils n'ont réussi à tuer que Ali. Muawiyah a pris le pouvoir et a commencé la dynastie Omeyyade. Les Khawarij ont alors développé tout un dogme par rapport à ça. Pour eux, le pouvoir du calife doit revenir aux meilleurs musulmans, peu importe d'où il vient. Il existe différentes branches du kharijisme. Certaines sont plus violentes que d'autres. La branche la plus radicale est la branche Azraqi. Ce sont des fanatiques ultra-violents. Ils considèrent les autres musulmans comme des mécréants et pensent qu'on doit tous les tuer, hommes, femmes, enfants. Ce sont d'ailleurs eux qui ont assassiné Ali. La branche la plus pacifique du kharijisme est la branche Ibadi. Les Ibadis considèrent que les autres musulmans sont des musulmans qui se trompent. Ils considèrent que la valeur du musulman se mesure à ses actes et ils prennent la droiture dans le comportement. La branche qui viendra au Maghreb sera la branche suffrite. Les suffrites sont d'accord sur beaucoup de points avec les Ibadis, mais ils prônent la révolution. Ils veulent renverser le calife. Dès la mort de Omar ibn Abdelaziz, des missionnaires suffrites vont aller au Maghreb pour exporter leurs idées anti-califat. Et ils vont trouver un bon écho parmi les populations berbères, et surtout chez celles qui étaient éloignées géographiquement de l'autorité du calife, c'est-à-dire l'ouest du Maghreb. Et ça tombe bien, c'est là-bas que se regroupaient les troupes qui partaient conquérir l'Espagne. À cette époque, de nombreuses tribus de partout avaient émigré vers le nord du Maroc. La ville de Tanger était devenue le point de départ de la conquête de l'Andalousie. Et c'est là-bas que va démarrer la première grande révolte du Maghreb. Dans le courant des années 730, les armées musulmanes s'embourbent dans la conquête de l'Andalousie. La bataille de Poitiers va stopper leur avancée en 732. Les armées musulmanes s'amenuisent et les campagnes coûtent de plus en plus cher. Le gouverneur de Kairouan va prendre de plus en plus de soldats chez les berbères et il va augmenter les impôts pour financer la guerre. Et les berbères ne supporteront plus du tout la situation. En 739, il y aurait une insurrection dans la région de Tanger. La révolte sera menée par les tribus berbères du nord marocain et aussi par certaines tribus fraîchement installées dans la région pour aller conquérir l'Andalousie. L'homme que les Kharijites choisissent pour chef s'appelle Maïsara. Il vient d'une tribu qui s'appelle les Madrara. Sa tribu est minoritaire dans la région, mais ce n'est pas un problème pour les Kharijites. Pour les Kharijites, la race ou la tribu ne doit pas être prise en compte pour désigner le chef. En décembre 739, le gouverneur arabe de Tanger va envoyer la quasi-totalité de ses soldats pour tenter de conquérir la Sicile. La ville de Tanger s'est vidée de tous ses soldats. Les Kharijites berbères vont profiter de l'occasion et attaquer la ville. Ils prennent Tanger très facilement et ils mettent à mort le gouverneur. En apprenant ça, le gouverneur de Kairouan demande à faire rapatrier l'armée en urgence pour aller reprendre Tanger. Mais comme cette armée mettait du temps à revenir de Sicile, alors il envoie une petite troupe de soldats d'élite, des soldats de Kairouan, pour retenir des insurgés en attendant le retour de l'armée. D'autres tribus vont rejoindre la rébellion. Les tribus zénètes qui se trouvaient à l'époque dans l'ouest algérien et le nord-est marocain. Et ces zénètes vont reprendre la révolte en main. Pour une raison mystérieuse, ils font assassiner Maïsara, le chef des Kharijites, et ils font élire un nouveau chef, quelqu'un de chez eux, Khalid ibn Hamid el-Zenati. Khalid el-Zenati va se confronter à l'armée de Kairouan. L'armée de Kairouan est dirigée par un autre Khalid, Khalid el-Fihri, le petit-fils de Uqba. On a donc Khalid le berbère contre Khalid l'arabe. Et c'est Khalid le berbère qui va gagner. Il va massacrer l'armée de Kairouan. L'affaire devient très sérieuse. Le calife de Damas va entrer personnellement dans l'affaire. Il décide d'envoyer une armée directement de Syrie pour mater la rébellion. Mais là aussi, son armée va mettre du temps à arriver. Et l'armée d'Afrique était déjà revenue de Sicile, mais elle avait pour ordre d'attendre l'armée de Syrie. L'armée d'Afrique ira tenter de pacifier la région de Tlemcen en attendant. Les deux armées arabes, l'armée d'Afrique et l'armée de Syrie, ne vont pas trop s'apprécier. Déjà, ce ne sont pas les mêmes arabes. L'armée de Syrie est composée de Syriens et d'Arabes du Hijaz, tandis que l'armée d'Afrique était plutôt composée de Yéménis. Et surtout, les généraux syriens vont un peu trop se prendre pour des sauveurs, et ça va agacer les généraux d'Afrique. Les deux armées vont entrer en rivalité et ça va causer leur perte. Les insurgés berbères vont leur infliger une sévère défaite. Les deux armées arabes sont taillées en morceaux, et la rébellion va s'exporter à l'est du Maghreb. Des rebelles kharijites vont attaquer Kairouan directement. Le calife envoie en urgence une autre armée et il réussit à sauver sa province. Les rebelles sont repoussés derrière le Oued Chlef. Désormais, le Oued Chlef sera la nouvelle frontière. À l'est, le califat, et à l'ouest, les jeunes kharijites indépendantes. Cette indépendance de l'ouest du Maghreb va avoir des conséquences sur le contrôle de l'Andalousie. Tanger était le point de passage pour aller en Andalousie, mais maintenant que Tanger est indépendante, l'Andalousie va se retrouver isolée du califat, et elle va avoir un destin très différent à partir de maintenant. Les révoltes vont entraîner la création de plusieurs petits états indépendants à l'ouest du Maghreb. Un au nord du Maroc, dans la région du Rif, un dans la façade atlantique du Maroc, et un à Tlemcen. Le royaume dans le Rif en réalité existait déjà. C'était un petit émirat dirigé par un chef arabe allié des Omeyyades, qui s'appelait Salih ben Mansour.
Après la révolte, les Berbères du Rif l'ont expulsé et ont décidé d'abjurer l'islam et de redevenir païens. Mais quelques années après, ils ont changé d'avis et ils ont préféré revenir à l'islam. Ils ont rappelé Salih ben Mansour, mais ils sont restés indépendants du califat omeyyade. Le royaume de la façade atlantique du Maroc est celui des Berrouata. Là-bas, les Berbères ont démarré une nouvelle religion. Une religion fortement inspirée par l'islam, mais une religion différente de l'islam. Ils ont un Coran différent, des rites différents, et ils ont même un nouveau prophète. De ces trois royaumes, c'est celui de Tlemcen qui sera véritablement le premier royaume kharijite. Le royaume de Tlemcen est tenu par la tribu des Banu Ifren, un des clans les plus puissants de la grande tribu des Zénètes. Le royaume est régi selon le dogme suffrite. Les débuts du royaume sont un peu obscurs. On pense que c'est Khalid el-Zenati qui l'a fondé, mais qu'il est mort peu de temps après et que c'est Abu Qura qui est devenu le premier chef du royaume de Tlemcen. Ce royaume est le premier royaume musulman indépendant de l'histoire de l'islam. Les Omeyyades viennent de perdre la moitié du Maghreb, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Les révoltes du Maghreb ont fait perdre des provinces, mais elles n'ont pas touché le cœur du califat. En Orient, il va y avoir une révolte de très grande ampleur qui va entraîner la chute de la dynastie omeyyade. Cette révolte trouve son origine dans la rivalité qui existait entre les deux grands clans de la tribu de Quraysh. Entre d'un côté les Banu Umayya, qui vont devenir la dynastie des Omeyyades, et de l'autre côté les Banu Hashim, la branche à laquelle appartenait le prophète alayhi salatu wassalam, et son cousin Ali ibn Abi Talib. Lorsque les Omeyyades ont pris le pouvoir, les descendants d'Ali ont fait un certain nombre de révoltes, mais elles ont toutes été stoppées. Et une autre famille va émerger, les Banu Abbas, les fils de Abbas. Abbas était l'oncle du prophète et de Ali. Donc les Banu Abbas étaient eux aussi des Banu Hashim. Ils n'étaient pas les descendants d'Ali, mais comme ils étaient Banu Hashim, alors ils avaient quand même la sympathie des chiites. Et les Banu Abbas vont avoir une stratégie très intelligente. Ils vont offrir un soutien financier à la famille d'Ali et aux chiites, mais ils ne vont jamais les suivre militairement. Ils vont les laisser mener leur révolte et perdre leur révolte tout seuls. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mener un travail de propagande contre les Omeyyades. Un travail de propagande discret mais efficace. Ils vont fédérer toutes sortes de gens qui en avaient gros contre les Omeyyades. Les chiites, les khawarij, mais aussi et surtout des non-arabes qui étaient discriminés par la politique omeyyade. Et ils vont réussir à faire adhérer à leur cause des gens d'une région qui s'appelle le Khorasan. Le Khorasan est une grande région à l'est de l'Iran. C'est l'actuel Afghanistan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. Et c'est une armée du Khorasan, menée par un homme qui s'appelle Abu Muslim al-Khorasani, qui va faire tomber les Omeyyades. Abu Muslim al-Khorasani viendra à bout quasiment tout seul du califat omeyyade. Mais il ne cherche pas à être calife. Il va laisser le califat à la famille des Banu Abbas. Les Banu Abbas vont achever les Omeyyades et devenir calife à la place du calife. Ils vont devenir ce qu'on appelle les Abbassides. Les Abbassides vont entrer au pouvoir et transférer la capitale en Irak. Désormais, le cœur de l'empire n'est plus l'Arabie romaine, mais l'Arabie perse. Les Abbassides vont être plus souples avec les non-arabes. Ils vont intégrer des non-arabes dans les hauts postes de l'armée, et ils ne sont pas expansionnistes. Contrairement aux Omeyyades, ils ne vont pas chercher à diffuser l'islam. Ça réduira le coût de la guerre et ça leur permettra de prélever moins d'impôts sur les provinces. Mais ça reste un pouvoir autocratique et héréditaire. Le leader des Abbassides s'appelait Abu Abbas al-Saffah, Abu Abbas le sanguinaire. Et croyez-moi, il portait bien son nom. Il va littéralement massacrer la famille omeyyade. Il ne veut laisser aucun survivant. Il les traque tous et les tue un par un. Un prince omeyyade va réussir à s'enfuir. Abd al-Rahman ad-Dakhil. Abd al-Rahman ad-Dakhil a une mère berbère et donc il va s'enfuir au Maghreb. Puis il va rentrer en Andalousie. Et là-bas il va fonder un royaume, l'émirat omeyyade de Cordoue. En 758, 8 ans après l'avènement des Abbassides, un autre courant du kharijisme va faire parler de lui au Maghreb, l'ibadisme. Cette année-là, une tribu berbère qu'on appelle les Urfajouma avait chassé les gouverneurs arabes de Kairouan et pris le pouvoir dans les Frika. Les chefs de cette tribu se comportaient de manière tyrannique, à tel point que les autres berbères vont se rebeller contre eux et les chasser de Kairouan. Les rebelles qui ont chassé les Urfajouma étaient des kharijites ibadites, et ils avaient parmi eux un commandant qui s'appelait Abd al-Rahman ibn Rostom. Ibn Rostom est un Perse. Il est le descendant d'un certain Rostam Farrokhzad, un célèbre général perse qui avait combattu les armées arabes lors de la conquête de la Perse. Sa famille a adhéré à l'islam par la suite et lui-même a adhéré au kharijisme de l'école Ibadi. Lorsque les Ibadis ont chassé les Urfajouma, Ibn Rostom est devenu maître de Kairouan. Mais ça ne va pas plaire au calife abbasside. Le calife va lui envoyer une armée et il reprend Kairouan. Ibn Rostom va alors fuir et s'installer dans l'ouest algérien, près de l'actuel Tiaret. Il va fonder un état là-bas, un état kharijite. Il existait des communautés kharijites absolument partout dans le Maghreb, et ces communautés étaient plus ou moins fortes.
Certaines étaient organisées en états indépendants, comme le royaume de Tlemcen ou celui de Chijilmassa, qui venait tout juste de se créer, et d'autres vivaient dans des territoires contrôlés par les Abbassides. Ces communautés kharigites vont former une sorte de confédération. Chaque communauté s'organise de manière locale, mais elles élisent un imam, c'est-à-dire un chef spirituel symbolique de tous les kharigites. Et c'est Ibn Rustum qui va être élu imam. Ibn Rustum a une personnalité très particulière. Il a tout du chef kharigite idéal, une personnalité simple et humble. Il vivait dans une maison comparable à celle de n'importe quel habitant, et il participait même physiquement aux travaux lorsqu'il a fondé sa capitale. Et grâce à cette personnalité, il a eu un grand charisme et une forte crédibilité aux yeux de tous les kharigites du Maghreb. Mais il a un autre avantage, c'est qu'il est perse. Et donc il n'appartient à aucune tribu berbère, il est neutre. Et le prendre en tant qu'imam signifie qu'aucune tribu ne dominera les autres. Et il va donc fédérer beaucoup plus facilement toutes les tribus du Maghreb. Sa capitale, Tihert, va devenir la capitale de tous les kharigites. Et elle aura un fonctionnement un peu particulier. Chaque communauté y a son quartier et y réside de manière temporaire pendant l'année. La ville abrite toutes sortes de gens, il y a même des communautés juives et chrétiennes qui y habitent. Tihert est fondée la même année que Bagdad, la nouvelle capitale de l'empire abbasside. Et Tihert a une aura particulière auprès des kharigites de tout le monde musulman. Les communautés kharigites d'Orient reconnaissent symboliquement l'autorité d'Ibn Rustum en tant qu'imam. Pendant tout le règne d'Ibn Rustum, les kharigites vont combattre sans cesse les armées du gouverneur de Kairouan. L'armée du gouverneur est faible et elle a du mal à contenir les révoltes. L'armée est faible en nombre, elle est pauvre, et les soldats ne sont motivés que par leur propre survie. Du côté kharigite, par contre, les gens sont organisés en tribus, ils ont des grandes terres et donc ils ont accès à de la nourriture en grande quantité. Ils sont très nombreux et ils sont motivés par un idéal religieux. Et la situation est très difficile pour le gouverneur de Kairouan. En 767, les kharigites vont former une grande coalition et attaquer les gouverneurs arabes de Kairouan. Ils vont poser le siège devant la ville et affamer la population. La situation est terrible pour l'armée du gouverneur. Les soldats sont tellement affamés qu'ils mangent même leurs propres chevaux pour survivre. Et la capitale finit par tomber après un siège de 8 mois. Les kharigites reprennent la ville et la démilitarisent. Ils détruisent les fortifications et expulsent l'armée du gouverneur. Ils renvoient les soldats en Orient par groupe de 5, une gourde d'eau et un morceau de pain chacun. Mais la victoire des kharigites ne va pas durer longtemps. Le calife va envoyer une armée d'Irak et reprendre une nouvelle fois Kairouan. Les Abbassides reprennent leur capitale en Afrique et l'équivalent du nord de la Tunisie actuelle, mais pas le reste du territoire. Tout le nord-est algérien est en situation de quasi-indépendance. Les Kutama ne payent plus d'impôts, et ils vont même abriter des gens qui fuient le gouvernement abbasside. Et les Abbassides mettront plusieurs années à reconsolider leur pouvoir. Mais ce pouvoir reste assez faible et en vérité ils ont du mal à gérer les tribus Kutama. Ibn Rustum va mourir en 784. À sa mort, s'est posée la question de la succession. Le mouvement kharigite s'est formé contre le système de succession héréditaire. Et la confédération des kharigites doit donc élire un nouveau chef. Le problème est qu'il faut prendre en compte le fait tribal. Ibn Rustum était perse et il n'était lié à aucune tribu berbère. Il était donc perçu comme quelqu'un de neutre. Élire un chef berbère reviendrait à donner du pouvoir à une tribu par rapport à une autre. Et donc, après un mois de délibération, c'est finalement le fils d'Ibn Rustum, Abd el-Wahhab, qui est élu imam. Pour beaucoup de kharigites, cette élection ressemble étrangement à un début de dynastie. Et c'est effectivement ce que c'est, le début d'une dynastie, la dynastie rostémide. Abd el-Wahhab va transformer la confédération kharigite en un véritable État. Il va consolider la structure de l'État et créer une véritable administration, et il va désigner lui-même les chefs locaux. Et cette situation ne convient pas à tout le monde. Des mouvements contestataires vont apparaître au cœur même de la communauté kharigite. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles dynasties vont faire leur apparition au Maghreb et modifier l'équilibre de toute la région. Mais nous allons voir ça au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des remarques à apporter. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Un épisode dans lequel on parlera de l'évolution du pays pendant la dynastie rostémide.